Il est des voix que l'on tente de faire taire, mais certaines, même étouffées, traversent le temps. Walter Rodney est de celles-là, historien, penseur, militant, né en 1942 en Guyane britannique, un territoire colonisé, oublié, comme tant d'autres dans les marges de l'Empire britannique. À seulement 23 ans, il obtient son doctorat à l'Université de Londres avec une thèse brillante sur l'histoire du commerce des esclaves en Afrique de l'Ouest. Mais Rodney n'est pas un universitaire enfermé dans sa tour d'ivoire. Il est un homme de terrain, de rue, de peuple. Il parle aux dockers, aux étudiants, aux vendeuses des marchés. Pour lui, l'histoire n'est pas un exercice académique. C'est une arme. En 1972, il publie un livre qui deviendra une véritable bombe intellectuelle. How Europe Underdeveloped Africa. Comment l'Europe sous-développa l'Afrique. Un ouvrage simple, direct, implacable. Un livre qui accuse. Un livre qui démontre, preuves à l'appui, que le sous-développement du continent africain n'est pas le fruit du hasard, ni de la paresse, ni d'un manque d'initiative, mais le résultat d'un système parfaitement organisé, le capitalisme colonial européen. Ce livre, c'est l'un des textes fondateurs de la pensée panafricaine moderne. Et pourtant, plus de 50 ans après, ces mots résonnent encore comme une gifle tant ils décrivent encore notre réalité. Pour Rodney, il n'y a pas d'ambiguïté. Le développement de l'Europe a été directement lié au sous-développement de l'Afrique. Cela signifie que le progrès économique de l'Occident s'est bâti sur le pillage du continent africain. Pendant des siècles, les richesses de l'Afrique, ses hommes, son or, son coton, son cacao ont alimenté les économies européennes. Rodney montre que la colonisation n'a jamais eu pour but de civiliser, mais de réorganiser les sociétés africaines pour servir les besoins du capitalisme européen. Les routes, les ports, les chemins de fer, ils n'étaient pas construits pour relier les peuples africains entre eux, mais pour exporter les matières premières vers l'Europe. Le commerce triangulaire, cette horreur économique et humaine, a créé les premières fortunes industrielles en Europe. Des millions d'Africains réduits en esclavage ont été déportés vers les Amériques, et les profits tirés de leur travail ont servi à financer la révolution industrielle européenne. Rodney écrit « L'Afrique a payé le prix du développement de l'Europe. Elle a été la source d'une accumulation primitive du capital dont l'Occident continue de jouir. » Et il ajoute, dans une phrase glaçante, « Ce n'est pas l'Afrique qui a manqué le développement, c'est le développement qui l'a exploité. » Lorsque les puissances européennes partagent l'Afrique à Berlin en 1884 à 1885, elles ne se contentent pas de tracer des frontières arbitraires. Elles créent un système économique verrouillé. Chaque colonie devient un appendice de la métropole. Le Sénégal pour l'arachide, le Congo pour le caoutchouc et le cuivre, le Ghana pour le cacao, l'Afrique du Sud pour l'or et les diamants. Cette division internationale du travail transforme l'Afrique en un immense réservoir de ressources brutes. Pendant que l'Europe se spécialise dans l'industrie et la technologie, l'Afrique devient dépendante des exportations primaires et des importations de produits finis. Rodney explique que cette dépendance n'a pas disparu après les indépendances. Au contraire, elle s'est institutionnalisée. Les anciennes puissances coloniales ont simplement changé de costume. Elles ont remplacé les administrateurs coloniaux par des accords économiques, des banques et des institutions financières internationales. C'est ce qu'il appelle la nouvelle forme de domination, le néocolonialisme. Un système où les pays africains, même politiquement indépendants, restent prisonniers de structures économiques qui profitent à l'Occident. Le sous-développement n'est pas une étape, mais un état produit par la domination étrangère. Dans les années 1960, les drapeaux coloniaux tombent les uns après les autres. Mais derrière les couleurs nationales, Rodney voit une autre réalité. Les indépendances africaines ont été négociées, pas conquises. Il explique que les dirigeants africains qui prennent le pouvoir héritent d'économies conçues pour exporter, pas pour se développer. Les infrastructures, l'éducation, les structures administratives, tout est pensé pour maintenir la dépendance. Rodney écrit avec colère
Une bourgeoisie comprador est née, une élite noire au service du capital blanc. Ces élites, formées dans les écoles coloniales, adoptent les valeurs, les modes de consommation et même les logiques économiques de leurs anciens maîtres. Elles deviennent les intermédiaires du pillage. Et pour celles et ceux qui osent résister, comme Lumumba, Nkrumah, Cabral, Sankara, la sanction est la même. L'élimination. Rodney fait le lien direct entre la dépendance économique et la violence politique. Selon lui, le sous-développement est une forme de domination qui ne peut être maintenue que par la force. C'est ici que le génie de Rodney apparaît dans toute sa lucidité. Il ne décrit pas seulement le passé, il anticipe le présent. Quand il écrit son livre en 1972, il prédit déjà ce que nous vivons aujourd'hui. Les multinationales qui contrôlent les mines du Congo, les terres accaparées pour produire du soja ou du cacao, les politiques d'austérité dictées par le FMI. Il aurait pu parler du Niger et de son uranium, du Mali et de ses bases militaires étrangères, du Gabon et de son pétrole. Des pays riches, mais où la richesse ne profite qu'à une minorité et aux entreprises étrangères. Rodney écrit « L'Afrique continuera d'être sous-développée tant qu'elle restera intégrée dans un système mondial conçu pour enrichir d'autres continents. Et il ne s'agit pas seulement d'économie, mais aussi de culture. L'aliénation culturelle, cette admiration de l'Occident, est pour lui un pilier du sous-développement. En 1968, Rodney retourne dans son pays natal, la Guyane. Il enseigne à l'université, il parle dans les quartiers populaires, il dénonce le racisme, la pauvreté, la corruption. Son influence grandit. Trop, sans doute. En 1969, le gouvernement guyanais lui interdit l'entrée sur le territoire. Les étudiants et les travailleurs descendent dans la rue, ce seront les Rodney Riots, des protestations massives, violemment réprimées. Mais Rodney ne renonce pas. Il continue à écrire, à organiser, à inspirer, jusqu'au 13 juin 1980, jour de son assassinat à Georgetown. Une bombe cachée dans une radio. Officiellement, un accident. Mais pour tous ceux qui le connaissaient, c'était un meurtre politique. Un message envoyé à tous les intellectuels africains et afrodescendants. Pensez, mais ne dérangez pas trop. Aujourd'hui encore, beaucoup considèrent que Walter Rodney a été tué parce qu'il voulait libérer l'esprit du peuple. Parce qu'il avait compris que la plus grande arme de l'impérialisme, ce n'est pas l'armée, c'est le contrôle de l'imaginaire. Walter Rodney nous laisse une leçon fondamentale. L'Afrique ne pourra se développer qu'en brisant les chaînes invisibles du système mondial. Nous devons produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. C'est simple, mais révolutionnaire. Son œuvre n'est pas un livre du passé. C'est un manuel de résistance, un miroir, un cri. Un cri qui dit « Le sous-développement n'est pas notre destin, c'est leur projet. Et si l'Europe a sous-développé l'Afrique, alors il nous appartient, aujourd'hui, de reconstruire notre propre développement, libre, souverain et collectif. » Walter Rodney n'était pas qu'un historien. Il était une conscience, une boussole, et son œuvre continue d'irriguer la pensée panafricaine contemporaine. L'économiste Samir Amin disait de lui « Rodney a su relier la question du développement africain à celle du système mondial capitaliste. Il a montré que la libération ne pouvait être qu'un projet collectif, internationaliste et radical. » De son côté, Amilcar Cabral, avant sa mort, affirmait que Rodney était la preuve vivante que l'intellectuel africain peut descendre parmi le peuple sans perdre sa rigueur. C'est cette rigueur, alliée à une compassion profonde, qui fait de Rodney un penseur unique, un homme capable de transformer la théorie en action. Même Kwame Nkrumah, dont il prolongeait l'analyse du néocolonialisme, aurait trouvé en lui un héritier fidèle. Rodney illustre parfaitement la conviction de Nkrumah selon laquelle le colonialisme n'a jamais cessé d'exister. Il a simplement changé de visage. Pour Thomas Sankara, qui reprend son flambeau quelques années plus tard, Rodney était un précurseur. Sankara disait « Nous devons oser inventer l'avenir ». Et c'est précisément ce que Rodney nous enseigne. Comprendre le passé pour reprendre la main sur notre avenir.
Mais Rodney ne s'est pas limité à comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Pour celles et ceux qui veulent prolonger cette réflexion, il faut lire ou relire ses autres œuvres. Groundings with My Brothers, 1969. Un recueil de conférences et de discussions qu'il a menées dans les quartiers populaires de la Jamaïque. Dans ce texte, Rodney parle directement au peuple noir, sans jargon universitaire, pour le conscientiser sur les racines économiques et culturelles de sa domination. C'est une œuvre profondément politique et pédagogique, un modèle pour tout éducateur engagé. History of the Upper Guinea Coast, 1545 to 1800, 1970. Sa thèse de doctorat, un chef-d'œuvre d'histoire économique et sociale. Rodney y démontre déjà comment les structures du commerce européen ont détruit les fondations politiques des royaumes africains côtiers. Une lecture essentielle pour comprendre comment l'Afrique de l'Ouest a été intégrée et asservie au marché mondial. Enfin, ses discours et articles posthumes, réunis par le Walter Rodney Foundation, sont un trésor pour comprendre sa vision du panafricanisme comme un projet mondial. Rodney ne concevait pas la libération africaine sans la libération des peuples des Caraïbes, d'Amérique latine et même des classes populaires d'Europe. Pour lui, la lutte contre l'impérialisme était une lutte humaine, pas seulement africaine. Alors, que faire de cet héritage? Nous vivons à une époque où l'Afrique est encore prisonnière d'une économie mondiale injuste. Mais les outils pour comprendre et résister sont là. Les mots de Rodney, de Nkrumah, de Cabral, de Sankara, de Fanon, ce sont nos manuels de combat intellectuels. L'éducation du peuple doit être ancrée dans sa lutte pour la libération. Walter Rodney. Et c'est précisément le rôle de cette série. Raviver la mémoire, réactiver la pensée et redonner aux voix du passé la force d'éclairer notre présent. Car tant que leurs idées vivront, l'Afrique ne sera pas silencieuse. Si cet épisode vous a parlé, c'est que la voix de Walter Rodney résonne encore, peut-être plus fort que jamais. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement d'histoire. Il s'agit de nous, de ce que nous choisissons de comprendre, d'affronter et de construire. Rodney n'a jamais voulu qu'on l'idolâtre. Il voulait qu'on apprenne, qu'on lise, qu'on questionne, qu'on débatte. C'est ce qu'il appelait l'éducation populaire. L'idée que le savoir doit circuler, nourrir la conscience et servir la libération. Alors, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à découvrir comment l'Europe sous-développa l'Afrique. Pas comme un livre d'histoire, mais comme un miroir. Un miroir qui nous force à voir comment les structures du passé façonnent encore notre présent. Et pour aller plus loin, plongez dans ses autres écrits, Groundings with My Brothers et History of the Upper Guinea Coast. Ce sont des textes exigeants, mais vivants. Des textes qui nous rappellent que penser, c'est déjà résister.